7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Alors que les critiques littéraires préparent déjà la rentrée littéraire, et oui déjà, alors qu'ils reçoivent ou ont reçu des centaines de romans à lire, on va s'interroger ce matin sur le métier de critique littéraire, sur sa fonction et au-delà, sur la raison d'être même de la critique littéraire. Pour ce faire, je reçois ce matin 3 invités. Samuel Baudry, bonjour. Bonjour, et Vous merci êtes... pour votre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie d'être venu depuis Lyon. Vous êtes écrivain et maître de conférences en littérature britannique des XVIIe et XIXe siècles à l'université Lumière Lyon 2. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir aux presses universitaires de Lyon, intitulé « D'où vient la critique littéraire ?» À vos côtés, Cécile Guilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, ancienne critique littéraire, et vous avez fait paraître en 2020 Roue libre aux éditions Flammarion, un livre qui a reçu le prix de la critique de l'Académie française. Et enfin, à vos côtés, Gladys Mariva, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste littéraire pour Le Monde des Livres, le magazine Lire Magazine Littéraire. Merci à tous les trois d'être présents dans les matins d'été de France Culture. Et pour commencer, une citation de votre ouvrage, Samuel Baudry. La question posée n'est pas pourquoi lire la littérature, mais pourquoi ne pas se contenter de la lire? Pourquoi dans les lycées, dans les universités, dans les journaux, sur Internet, ce foisonnant discours, ce travail exigeant, ces conversations enfiévrées ou ces monologues anesthésiants en amont et en aval de la lecture même, au fond? Pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de lire? Pourquoi est-ce qu'on critique? À quoi sert la critique, Samuel Baudry? On pourrait aussi poser la question différemment. À quoi sert la littérature? La littérature sert précisément à nous fournir un peu de quoi discuter, un peu de quoi critiquer. Alors sous une forme conversationnelle, c'est par ça qu'on commence et c'est ça qu'on apprécie de faire. Et puis sur des formes un peu plus sophistiquées, universitaires. Et ce sont des choses il semble que dès le départ, dès les premiers textes écrits, la critique était déjà là, le discours second, le discours autour de la littérature était déjà là. Donc il y a là une nécessité presque impérieuse de devoir parler de ce qu'on a lu. Dès qu'il y a eu la littérature, il y a eu de la critique pour l'entourer, pour l'accompagner, pour l'encercler même parfois, Samuel Baudry. En tout cas, si on se penche sur les tout premiers poèmes publiés, les manuscrits retrouvés, les tout premiers textes qu'on a retrouvés étaient des commentaires de poèmes. Alors on avait là une fonction qui était un peu différente de la nôtre. C'était une tentative de retrouver le sens religieux caché, mystérieux des poèmes d'Héraclite ou d'Homère. Mais en tout cas, les premiers papyrus qu'on a retrouvés en Grèce sont des commentaires de poèmes qui expliquent le poème. Et la critique a aussi beaucoup servi, dès ses débuts à Alexandrie notamment, à sélectionner, à faire des choix dans les textes qui circulaient. Alors c'est même de là que vient le terme critique. C'est une fonction en effet qui était une des toutes premières. Donc sélectionner les textes et sélectionner dans les passages, dans les textes, les éléments à garder. Et c'est de là que vient un peu notre métier de critique où nous sélectionnons nous-mêmes. Alors certains sélectionnent pour des lecteurs sur la plage, d'autres sélectionnent pour leurs étudiants, c'est mon cas. Et à l'intérieur de ces textes, donc on sélectionne et on choisit un peu, en tout cas quand on est universitaire, on choisit un peu, on propose des lectures, des sens à ses étudiants. Sélectionner, Cécile Guilbert, est-ce que c'est selon vous la fonction première, originelle même de la critique littéraire? Et même si je vais plus loin, sélectionner selon quoi? Selon quels critères? Est-ce qu'on sélectionne selon ses goûts? Est-ce qu'on sélectionne selon ses analyses? Est-ce que l'on sélectionne selon même ses compétences? Je pense que le rôle de la critique littéraire aujourd'hui, c'est vraiment d'être un passeur de littérature. C'est pas du tout d'exercer une fonction de surplomb, d'arrogance ou de... C'est cheminer, en fait, c'est ça le sens de critique pour moi au sens kantien, c'est-à-dire cheminer dans la pensée à propos d'objets, de livres, de productions littéraires. Mais je dirais qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression de vivre dans un monde un peu spectral, parce qu'en fait, pour moi, la critique, il n'y en a presque plus, elle est moribonde, et la littérature aussi. Alors vous me direz, mais oui, mais il y a cette surproduction éditoriale. Mais justement, parce qu'il y a cette surproduction éditoriale, on peut se demander qui va la lire, dans quelle proportion, qu'est-ce qu'on va en dire, qui va en parler, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, la critique littéraire a surtout un rôle de tri dans cette surproduction éditoriale qui est quand même assez phénoménale, parce que les lecteurs et les lectrices ne
ne s'y retrouve plus. Enfin, quand vous arrivez dans une librairie, vous avez des flux tendus de livres, donc il faut avoir une fonction de... Mais la question, c'est dans quel espace s'exerce cette critique. C'est-à-dire que tout discours métalittéraire, paralittéraire sur la littérature n'est pas forcément de la critique. Voilà. Donc c'est ça le cœur du débat, à mon avis, c'est Mais alors justement, entrons pleinement dans ce débat. Si tout discours méta-littéraire, paralittéraire n'est pas de la critique, qu'est-ce qui définit, dans son fond le plus profond, Cécile Guilbert, qu'est-ce qui définit la critique même? Qu'est-ce qui fait qu'on peut différencier un discours sur la littérature, un commentaire, un goût exprimé sur la littérature d'une véritable critique littéraire? Une véritable critique littéraire, elle suppose qu'on soit capable de situer un objet littéraire dans l'histoire de cet art qu'est la littérature. Donc on puisse, c'est ce qui permet en fait d'évaluer son originalité, en quoi elle est novatrice ou pas, en quoi elle est banale ou pas. Ça prend en compte des tas de facteurs, des facteurs stylistiques, des facteurs de langue, des facteurs et ça permet aussi, je pense qu'il faut une grande empathie aussi par rapport à l'œuvre des écrivains, parce qu'en fait quand on fait de la critique littéraire, il faut pouvoir situer aussi la production, le nouvel livre d'un auteur dans son œuvre. Enfin, vous voyez, ça demande du recul. En fait, bon, je pense qu'on ne peut pas définir a priori les critères, mais en fonction de la subjectivité des critiques, évidemment, qu'on connaît et qui s'expriment, on peut avoir plus ou moins d'accointance ou faire plus ou moins confiance à un critique qui, lui, ne pourra pas faire abstraction de sa subjectivité. Mais d'un autre côté, la critique n'est pas seulement un jugement de goût. Ça, il ne s'agit pas de dire seulement j'aime ce livre ou je n'aime pas ce livre. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours qu'on entend sur la littérature où il y a une sorte de désinvolture par rapport au livre qui consiste à dire « Ah, moi, ça ne m'a pas parlé, je ne suis pas entré dedans, je trouve ça ennuyeux. » Vous voyez, bon, on n'est pas là pour exprimer son ressenti, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, Gladys Mariva, avec ce qui vient d'être dit? Vous êtes, critique littéraire. Est-ce que la critique, aujourd'hui, se confond ou se confondrait trop souvent avec le jugement de goût? Certainement, parfois, mais en tout cas, quand on travaille, on essaye d'éviter ça. Je pense qu'effectivement, ce qui a été dit est assez juste. Il s'agit de faire un tri, il s'agit de situer une œuvre dans l'œuvre de l'écrivain, donc un texte par rapport à tout ce qu'il a produit, par rapport à ce qui est produit en même temps, par rapport à ce qui a été produit avant. Moi, j'aime bien cette définition de la critique littéraire qui avait été énoncée une fois par Sophie d'Ivry, écrivaine et romancière, au Salon du Livre de Paris où je me promenais. Elle avait dit, moi, ce que j'attends d'une critique, c'est qu'on me dise ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, et est-ce que ça fonctionne ou pas. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne manière d'aborder un texte. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait par rapport au reste de l'œuvre de l'écrivain, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ce qui se passe dans le monde aussi, pourquoi pas, comment il le fait, ce qui permet de parler de style, ce qui permet de parler de dispositif littéraire, et puis est-ce que ça fonctionne ou pas. Là, il s'agit aussi de parler des attentes du lecteur, de tromperie peut-être, de justesse. Et tout ça entraîne en général l'écriture d'un texte assez satisfaisant pour moi. Et est-ce que ça résonne en vous et avec votre travail, ce que vient de dire Cécile Guilbert, la fonction première du critique littéraire, c'est aussi d'être un passeur, d'être au fond un intermédiaire entre le texte et le lecteur? Bien entendu, je pense que de toute façon, depuis le départ, on parle d'une conversation. Dès qu'on écrit un texte, pour un écrivain, il y a une volonté de vouloir avoir un écho de ce qu'on a fait, d'engager une conversation avec un lecteur, avec des lecteurs parmi lesquels des critiques. Donc bien sûr, il s'agit de passer de la littérature, et le critique est un des passeurs de littérature. Il y a bien sûr les traducteurs, les éditeurs, les libraires, les gens qui animent les festivals, qui les créent. Et toutes ces personnes-là sont entièrement dédiées au livre. Samuel Baudry. Oui, alors j'aimerais réagir à deux choses qui ont été dites. D'abord, c'est intéressant parce que la crainte du surplus de livres et la nécessité, l'importance du critique comme sélectionneur pour garder et proposer les bons livres ou adresser à chaque lecteur son bon livre, c'est une crainte qui a déjà existé plusieurs fois, qui est déjà apparue plusieurs fois dans l'histoire, et en particulier au XVIIIe siècle, lors du développement incroyable des livres publiés. Et c'est là où apparaissent les premières revues, avec les premiers critiques littéraires au sens où on en parle aujourd'hui, des gens qui lisent les livres et qui les choisissent et qui les adressent aux lecteurs et qui tentent de les faire
de passer les bons livres aux bons lecteurs, avec également cette crainte qu'il y a trop de livres. On publie beaucoup trop. Et beaucoup de choses mauvaises. Pour bien comprendre ce que vous dites, Samuel Baudry, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée que la surproduction littéraire, la surproduction de romans tendrait à diluer la fonction de critique littéraire ? En tout cas, à chaque fois en tout cas, on observe à plusieurs fois dans l'histoire de la publication et de la critique des moments où il se publie beaucoup de livres et il se publie beaucoup de critiques qui disent « attention, il y a trop de livres et on a besoin de nous pour sélectionner les livres ». Mais et la seconde chose sur laquelle je voulais réagir, c'est cette importance. Alors, pour moi, il n'y a pas de véritable critique littéraire. Il y a toutes sortes de manières d'entrer en contact avec le texte, mais ce qui réunit toutes ces manières d'être, c'est qu'il y a à chaque fois une sorte de triangle, de conversation entre le lecteur, le critique et le livre. Et le critique, par différents procédés, sous différentes formes, relie ces choses entre elles. Et c'est pas toujours de la même manière, c'est pas toujours avec la même fonction, mais il y a toujours ce dialogue. Le critique, il n'écrit pas seulement pour lui, mais il écrit pour un lecteur potentiel, et il lui tente de lui adresser ce livre, mais sous des modalités différentes. Cécile Guilbert, une réaction, je vous ai vu sourire, même rigoler lorsque Samuel Baudry expliquait que la surproduction littéraire engendrait nécessairement dans l'histoire des réactions de critiques. Oui, parce que c'est vrai qu'il a tout à fait raison. C'est vrai que la critique se développe énormément au XVIIIe siècle à cause effectivement d'une démultiplication des écrivains et des productions. Mais enfin, on peut pas comparer avec un système éditorial qui est devenu absolument fou, où vous avez à chaque rentrée littéraire 300 livres. Et quand on vous dit « Ah oui, mais il y en a un peu moins cette année », mais bon, il y en a peut-être 20 de moins. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'introduction du capital dans la production éditoriale a créé une véritable industrie. Et quand vous savez qu'il y a des auteurs qui sont morts-nés avant même que la rentrée littéraire ait commencé et que les éditeurs en parlent avec un cynisme absolument ahurissant, bon, vous vous posez des questions, on n'est plus au XVIIIe siècle. Gladys Mariva, une réaction, et au-delà, est-ce que selon vous, il existe tout de même encore quelques espaces pour faire vivre cette critique littéraire ? C'était une autre critique de la critique émise par Cécile Guilbert, il n'en existerait presque plus. Alors, sur la surproduction éditoriale, c'est vrai qu'on ne peut que la constater, de toute façon, parce qu'on a 500 ou 600 livres à chaque rentrée. J'ai une collègue qui prend la peine de compter chaque livre qu'elle reçoit. Elle en reçoit 2000 par an. Donc voilà, il faut s'imaginer avec 2000 livres par an dans un petit appartement, en train d'essayer de trouver le Graal. Donc c'est pas évident. Moi, j'ai tendance à dire que ça m'oblige et ça aiguise mon sens critique. Donc finalement, moi, ça me stimule assez, et puis je ne peux rien contre ça, je ne peux rien contre le capitalisme dans l'édition. Donc je me concentre sur mon métier et ça me le rend encore plus précieux. Et pour ce qui est de l'espace, effectivement, moi, depuis que j'ai commencé à travailler en 2008, j'ai vu énormément de pages se réduire comme peau de chagrin dans différents magazines et journaux. J'ai vu des émissions de télé où j'avais avant des chroniques de 15 minutes réduites à 8 minutes, puis à 2, puis disparaître et être remplacées par des rediffusions. Et je trouve que malgré tout, il y a toujours de l'espace. Et c'est quelque chose quand même à souligner et à reconnaître. Où est-ce qu'ils se trouvent ces espaces, concrètement ? Eh bien, il y a de toute façon toujours des magazines. Il y a eu la création de podcasts. Il y a eu la création au début des années 2010 de ce qu'on appelait les MOOC, les magazines littéraires, qui étaient sous la forme de bouquins. Donc, c'était la contraction entre magazine et book. Là aussi, par exemple, une revue comme Alibi qui était consacrée au polar, elle nous laissait énormément de place. Il y a eu la revue 3 couleurs des cinémas MK2 où on a pu aussi faire de très très beaux articles. Donc je trouve que malgré tout, ça se renouvelle. Il y a toujours de jeunes gens qui arrivent et qui sont passionnés et qui créent des choses. Et donc c'est plutôt bon signe, malgré tout. Cécile Guilbert. Oui, je pense que cette question est vraiment fondamentale. Elle est au cœur vous avez tout à fait raison, elle est au cœur de ce qu'on pourrait appeler la critique et sa possibilité, les conditions de possibilité de la critique. En fait, la critique suppose du temps, et le temps se traduit dans la presse écrite en espace et à la radio en temps de parole. Et en fait, comme on vit plus vraiment dans un monde commun où les médias traditionnels qui permettaient de faire de la critique, que ce soit la presse écrite ou les revues qui avaient un grand rôle en termes de critique, n'existent plus sous leur forme ancienne et qu'elles ont migré, dans certains cas, sur Internet ou en ligne, c'est vrai qu'il y a des revues en ligne où il y a encore des espaces critiques absolument fabuleux. Mais
dans le reste de la presse, c'est vrai J'attendais ce mais. Oui, ça se réduit. Et en plus, on vit dans un monde où on a tendance à avoir en fait fonctionner selon des systèmes, voilà, d'évaluation assez rapides en fait. Hein. Donc, au même titre que on note une table de restaurant ou un chauffeur de taxi, on donne des étoiles à un film, à un livre, et dans la presse écrite, il y a quand même beaucoup moins de place qu'avant. Donc voilà. Samuel Baudry, est-ce que dans le temps long de l'histoire, est-ce que cette réduction des espaces dédiés à la critique littéraire, est-ce qu'il est objectivable, est-ce qu'il est objectivé, parce que c'est vrai que c'est un ressenti, quelque chose qu'on lit et qu'on entend beaucoup, au fond, est-ce que c'est vrai tout simplement? Alors, objectivable, on peut regarder là où se produisait la critique depuis les origines. Donc les espaces, les objets dans lesquels on a la possibilité d'exprimer un commentaire sur un livre. Alors, elle ne se réduit pas, cette place, mais elle change, elle se transforme. Il y a un moment, c'était dans les marges des manuscrits. On notait à côté du manuscrit ce qu'on en pensait, comment il fallait le lire. Et puis, ce fut des salons, des académies dans lesquelles on parlait, on discutait des livres. Et puis ensuite, la création de revues, donc on pouvait commenter des livres, des essais périodiques. Au XIXe siècle, des salles de classe dans lesquelles on pouvait commenter des livres. Des revues, des magazines de plus en plus universitaires et scientifiques. Et peut-être que ceux-ci sont en train de changer ou de s'essouffler, ces formes, mais de nouvelles formes apparaissent. On en a dit ici 2-3 choses sur les blogs, sur Internet. Alors on pourra peut-être en parler plus longuement. On reviendra évidemment en deuxième partie de cette émission sur l'impact d'Internet sur la critique littéraire. Mais c'est à voir comme une transformation des espaces, une modification. Et donc moi j'observe simplement. Hein, là, mon rôle est d'observer et pas de juger si la critique a plus de place ou moins de place. Ce que j'observe, c'est qu'elle change de place, elle change d'objet. Cécile Guibert, vous avez dit à l'équipe des Matins de France Culture en préparant cette émission que la critique littéraire devait toujours être justifiée. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire que la critique doit systématiquement être justifiée lorsqu'elle existe? J'en ai pas la moindre idée, je me souviens absolument pas avoir dit ça à l'équipe des Matins de France Culture. Alors c'est un sujet libre, je vous laisse commenter votre propre citation oubliée. Mais justifié de quel point de vue? Je sais pas, c'était une expression que vous avez employée qu'on m'a rappelée. Alors est-ce que la critique doit être justifiée pour exister? En tout cas, est-ce qu'elle doit se fonder nécessairement sur des compétences, comme vous le laissiez entendre? Non, des compétences. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de position a priori qui permettrait d'être un meilleur critique que d'autres. Il y a des journalistes, dits journalistes, mais en fait, vous savez, en épigraphe de ce roue libre que vous avez cité là pour me présenter, j'ai mis une phrase de Marx qui est la critique n'est pas la passion de la tête, mais la tête de la passion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que toute personne passionnée de littérature ou qui en a le goût peut devenir critique. C'est pas parce qu'on est universitaire, journaliste, critique, soi-disant appointé, qu'on est un bon critique. C'est pas du tout les questions. Donc, je pense pas qu'il y ait des compétences particulières, sinon d'avoir une certaine culture littéraire, précisément, au même titre qu'un critique d'art ou cinématographique. On suppose chez lui une certaine culture de l'art dont il va parler, puisqu'il faut qu'il mette en perspective et situe les œuvres qui surgissent devant ses yeux ou devant son jugement. Voilà. Alors, vous savez, on dit souvent les critiques. En fait, c'est des gens qui sont, on les aime pas beaucoup. En fait, ils ont une espèce d'image. C'est des auteurs frustrés. Voilà, des auteurs frustrés. Ils n'ont pas réussi à écrire des livres, donc ils critiquent celles des autres. Enfin, ça, c'est un truc qui traîne. C'est une sorte de de lieu commun qui traîne dans toute l'histoire. En fait, je pense que c'est pas dans le meilleur des cas, c'est pas du tout ça. Un des plus grands critiques littéraires français a été Marcel Proust, qui était un gigantesque écrivain. Donc, vous voyez, c'est lui-même peut-être qui a inventé aussi une forme moderne de la critique avec Contre Sainte-Beuve. Gladys Marival, le meilleur critique littéraire, c'est le critique le plus passionné et le plus à même de transmettre, de s'appuyer dans sa critique sur la culture littéraire. Oui, je pense qu'il y a effectivement la transmission de la passion, de la connaissance, et puis il y a la belle écriture aussi. Je trouve qu'un bon critique, c'est quelqu'un qui écrit bien. C'est pas forcément évident, et c'est quelque chose qui se travaille toujours. Je trouve que c'est un métier qui met à l'épreuve au quotidien, d'améliorer son écriture, de savoir trouver les mots justes, d'enrichir. Donc oui, un bon critique, c'est un critique qui essaye.
La critique peut être aussi un acte littéraire, on va évidemment y revenir. Merci beaucoup à tous les trois. On va poursuivre cette discussion à 8h20 après le journal. Samuel Baudry, je rappelle que vous êtes écrivain et maître de conférences en littérature britannique. Cécile Guilbert, vous êtes écrivain également, ancienne critique littéraire. Vous nous direz pourquoi ancienne. Et Gladys Mariva, vous êtes journaliste littéraire pour Le Monde des Livres, le magazine Lire, magazine littéraire. Vous écoutez France Culture, il est 7h58. Et c'est l'heure des grandes traversées de France Culture qui sont évidemment des grandes plongées, de grandes immersions même dans la vie, l'existence, les combats de grandes figures de l'histoire. Et bien ces grandes traversées, ce sont des séries que vous pouvez retrouver pour une centaine d'entre elles sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Et à 9h aujourd'hui, vous entendrez le 5e et dernier épisode de la grande traversée consacrée à John Fitzgerald Kennedy. Elle est produite par Michel Pomarède et réalisée par Jean-Philippe Navarre. Un extrait. Nous sommes plutôt sensibles évidemment à ces discours, à ces belles phrases qui n'ont pas forcément été inventées par Kennedy mais par ceux qui lui écrivaient ces discours. C'est tout à fait normal. 26 juin 1963, Berlin, les relations publiques et leur apogée. Ted Sorensen, le ghostwriter de JFK, à son meilleur. Beaucoup de gens dans le monde ne comprennent vraiment pas, ou disent ne pas comprendre, quel est le grand problème entre le monde libre et le monde communiste. Qu'ils viennent à Berlin. La liberté n'est pas sans présenter des difficultés. Et la démocratie n'est pas parfaite. Mais nous n'avons jamais eu à ériger un mur pour retenir notre peuple, pour l'empêcher de nous quitter. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens berlinois. Et c'est pourquoi, en tant qu'homme libre, je suis fier d'affirmer Et vous êtes à l'écoute de France Culture. Nous sommes le vendredi 21 juillet 2023. Il est 8h. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Et on poursuit notre discussion sur la raison d'être, les raisons d'être de la critique littéraire avec nos trois invités ce matin. Samuel Baudry, écrivain et maître de conférences en littérature britannique des 18e et des 19e siècles à l'université Lumière Lyon 2 et qui vient de faire paraître aux éditions des presses universitaires de Lyon. D'où vient la critique littéraire? À ses côtés, Cécile Guilbert, écrivain, ancienne critique littéraire encore parfois. Elle a publié l'an dernier Roue libre aux éditions Flammarion, un ouvrage qui a reçu le prix de la critique de l'Académie française en 2020. Et à ses côtés, Gladys Mariva, journaliste littéraire pour Le Monde des Livres, le magazine Lire, magazine littéraire. Gladys Mariva, on vient d'entendre parler de romance, de dark romance. Est-ce qu'il existe aussi des espaces pour critiquer, au sens noble du terme, pour avoir un avis critique sur cette littérature populaire bien sûr au sens où elle reçoit l'assentiment du grand nombre? Alors oui, c'est une certitude, en tout cas dans les magazines pour lesquels je travaille, notamment Lire magazine littéraire, où il y a la volonté de parler de toute la littérature. Et donc j'ai une consoeur qui est spécialisée dans la romance et qui donc traite ces sujets avec beaucoup de sérieux, puisqu'elle a une connaissance précise de toute son historique et de toutes ses branches et ses auteurs. Cécile Guilbert, c'est vrai que dans le paysage médiatique, même dans la presse écrite, on voit assez peu de critiques qui s'intéressent à ces ouvrages dits populaires, à la dark romance en particulier, mais même la littérature populaire en général. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est parce que les critiques ne sont pas portées vers ces ouvrages, ou peut-être que ces ouvrages-là ne méritent pas d'être critiqués? Je pense qu'on les verra de plus en plus, parce qu'en fait, quand on parle de littérature aujourd'hui, en fait, quand on parle du marché du livre, en fait, ce qui porte le marché du livre, c'est les mangas et c'est la bande dessinée, la littérature jeunesse, les dark romances, etc. C'est ça qui porte le marché du livre aujourd'hui. Donc, forcément, on en parlera de plus en plus. Mais avant de demander où on va critiquer ces ouvrages, moi, j'aimerais bien savoir où on les trouve, parce que, en fait, je vous avoue une chose. Un jour, ça va vous faire peut-être rire, mais je me suis inscrite sur TikTok pour voir à quoi ressemblaient ces fameuses influenceuses de livres.
Et en fait, je voyais des filles avec des piles de livres de toutes sortes et beaucoup de ce type de littérature dark romance. Et en fait, je voyais des noms d'auteurs, des titres complètement inconnus. Et quand je vais dans des librairies, je les vois jamais. Je ne sais pas où on les trouve, à vrai dire. Samuel Baudry, une réaction. Où est-ce qu'on trouve ces ouvrages de dark romance, mais un peu au-delà, ces ouvrages de littérature qui intéressent et qui fascinent même sur les réseaux sociaux et sur TikTok? Là, vous avez une transition parfaite pour la révolution post-1960, parce que tous ces livres, leurs lecteurs et les discours métalittéraires qu'ils produisent, ils existent dans une sorte d'économie de monde parallèle qui, en effet, quand on y entre, nous surprend. Les meilleures ventes sur TikTok, sur YouTube ou sur Bookstagram, c'est pas un seul auteur que nous connaissons, nous critiques habituels. Où les trouve-t-il? En général, là, ils ont fait l'effort de les commander en format papier pour les montrer sur les images, mais en vérité, personne ne les lit en format papier. Et c'est pour ça que les médiathèques peuvent très bien les ranger dans les endroits les plus obscurs et secrets et les rayonnages les plus hauts. Ça n'empêchera pas de les lire, puisque c'est pas sous ce format qu'on les lit. On les lit sous format électronique. On les lit sous format électronique sur son téléphone, sur sa tablette, et immédiatement on les commente également. On les commente, on se filme en train de les commenter, on poste ses commentaires, d'autres personnes commentent ces commentaires. Et ce qui était aussi relevé par la chroniqueuse précédemment, c'est que tout ça est très lié à une autre transformation de l'économie de la publication, la fanfiction, ou la publication à compte d'auteur, on pourrait dire comme Wattpad. Donc des plateformes collaboratives où chacun écrit et chacun commente l'écriture de l'autre. Vous avez évoqué, Samuel Baudry, la révolution des années 60 dans le champ de la critique littéraire. Il faut nous expliquer de quoi il s'agit. C'est constaté par de nombreux sociologues, philosophes et critiques. Dans les années 60, il y a une transformation du monde littéraire. On pourrait, sous trois aspects. Il y a une transformation de ce qu'on appelle la littérature, et un élargissement ou un déplacement de ce qu'est la littérature. La littérature, avant, c'était des hommes blancs. Et puis, on découvre que ça peut être plus que ça, mieux que ça. Et donc, la définition de la littérature change. Ça peut être des chants de femmes, ça peut être toutes sortes de choses qu'on n'étudiait pas avant. Et deuxième changement, on ne parle plus de ces textes de la même manière. On n'en fait plus un commentaire sophistiqué, savant. On peut en parler d'une manière plus libre, plus personnelle, plus engagée, politiquement ou psychologiquement ou socialement. Troisième changement, il y a un changement technologique. Le développement des ordinateurs, d'Internet, produit ce qu'on appelle les humanités numériques. Et les humanités numériques débouchent maintenant sur des choses telles que la production de livres sur Internet collaborative, voire l'intelligence artificielle. Pour bien comprendre votre deuxième point, Samuel Baudry, on parle autrement des textes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la critique littéraire, en tant que critique instituée, a été désacralisée? Alors, elle a été désacralisée, mais ça ne veut pas dire qu'elle meurt. C'est pas une révolution qui bouleverse et qui transforme et qui interdit de parler comme avant. Mais elle continue à subsister dans son coin, mais d'autres formes lui font concurrence. Des formes où on n'étudie plus la même chose, plus la rhétorique, plus la stylistique. Des formes où on dit plus simplement, plus personnellement ce qu'on ressent à la lecture du livre. Cécile Guibert, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la critique littéraire en tant qu'institution a été désacralisée, continue même ces dernières années à être désacralisée? J'adore cet oxymore de humanité numérique. Évidemment que tout est bouleversé. On vit quand même dans un monde post-littéraire. Hein. Encore une fois, on ne peut pas continuer à raisonner et parler comme si s'était pas passé quelque chose d'ampleur qui est précisément ce dont on ne parle jamais, à savoir l'attaque que subit le langage sous les coups de boutoir de cette révolution numérique, de cette horizontalisation des commentaires métalittéraires, et maintenant de l'introduction de l'intelligence artificielle dans ce champ de production de textes,
Maintenant, je veux dire, un ordinateur vous écrira les 4e de couverture et même les livres. Donc, on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Gladys Mariva, une réaction ? Alors sur ChatGPT, non, peut-être pas, mais c'est vrai que pour revenir sur la concurrence créée par le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vont donner leur avis sur les livres, y compris des systèmes de notation sur des sites internet, c'est vrai que pour suivre le rythme, on va dire, on nous demande d'écrire parfois des critiques de plus en plus petites. Et là, parfois, il faut refuser, puisque effectivement, quand on vous propose d'écrire 500 signes sur un livre de 600 pages que vous avez aimé, peut-être que vous avez lu tous les livres de cet auteur, il faut parfois dire non. Qu'est-ce que je pourrais dire en 500 signes ? Ça va me prendre une journée entière de réduire, et peut-être que ChatGPT sera mieux que moi. Vous refusez, vous, parfois, d'écrire des critiques lorsque l'espace qui vous est accordé est trop réduit, trop petit ? Oui. Cécile Guibert, vous confirmez, parce que vous nous avez dit pendant la pause que parfois des journaux vous proposaient d'écrire des critiques, vous acceptiez à la condition que l'espace était suffisant. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le temps que ça suppose et le déploiement de la pensée que ça suppose. Donc évidemment, il n'est pas question d'écrire des notules qui ne font pas de critique, mais qui sont là pour rendre compte de l'existence d'un livre, puisqu'en fait, ces notules servent à signaler l'existence d'un livre. Sinon, il serait complètement invisible et complètement mort-né, ce qu'il est souvent d'ailleurs, ce qui n'empêche pas, puisqu'en plus... je veux dire, ce serait une autre question, mais qui devrait faire l'objet d'un autre débat et d'une autre matinale. C'est-à-dire que la visibilité dans le champ médiatique des livres ne garantit absolument pas ni leur vente ni leur lecture. Donc, on est encore. Mais si vous voulez, en fait, c'est comme si tout était un gigantesque champ de symptômes. Par exemple, je vois un symptôme dans le fait qu'aujourd'hui, vous nous avez présenté Samuel Baudry et moi comme écrivains. Bon, c'est très bien, mais si vous voulez, c'est un mot qui est complètement tombé en désuétude. Plus personne n'utilise ce mot dans le champ littéraire et dans le milieu littéraire. Vous-même, vous ne vous définissez pas comme écrivain ? Si, moi, je me définis comme écrivain, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les éditeurs eux-mêmes, tout le monde parle d'auteur. Et vous, d'ailleurs, dans votre livre, monsieur, vous parlez beaucoup d'auteur aussi. C'est-à-dire que, en fait, l'auteur, ça veut rien dire, l'auteur. L'auteur, étymologiquement, c'est celui qui signe quelque chose. Donc, tout le monde est auteur. Tout le monde est auteur, puisque tout le monde signe des contenus aujourd'hui. Moi, c'est très bien que tout le monde signe des contenus. Vous voyez, je ne porte pas un jugement de valeur là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, un écrivain, c'est quelque chose qui fait quelque chose avec la langue, en fait. C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'effectivement, un écrivain, c'est quelqu'un qui va pas prendre le langage générique qui est l'apanage de tous les êtres humains, il va prendre ce langage et il va en faire autre chose. Il va en faire autre chose littérairement. Et dans le meilleur des cas, s'il est poète, il va produire une parole. Donc, vous voyez, là, on peut rentrer dans des conversations sur ce qu'est le langage, ce qu'est la parole, comment le langage est attaqué aujourd'hui, est-ce qu'une parole est audible ? Voyez, là énormément de questions, on va en poser une à Samuel Baudry. Pourquoi est-ce que vous utilisez le terme d'auteur dans votre ouvrage et auteur plutôt qu'écrivain ? Est-ce que c'est une distinction selon vous qui est fondée ? Moi, je parle surtout des auteurs critiques, donc par modestie, je refusais le titre d'écrivain, mais je vous remercie de m'avoir désigné comme ceci. Alors, c'est vrai que là, je partage beaucoup à titre personnel, je partage beaucoup des éléments de commentaires de ce qui est en train de se passer. Mais à titre de scientifique, plus objectif, on peut voir aussi cette révolution-là qui vient d'être décrite un peu comme la fin de la littérature, la fin de la critique. C'est aussi la renaissance du lecteur, la renaissance du pouvoir du lecteur et de la lectrice. Certes, leurs commentaires et leurs étoiles, c'est pas du grand style, mais ça leur permet aussi de dire contre les institutions qui leur ont imposé des livres, un type de lecture, un type d'œuvre pendant des années, des siècles. Ça leur permet de dire non, moi ce que j'aime, c'est la dark romance. J'y trouve des choses que Shakespeare, que Victor Hugo ne me propose pas. Je peux même vous dire pourquoi ce que j'y trouve. Et j'en achèterai si je veux, et j'en écrirai si je veux, et je sais où en trouver, je n'ai pas besoin de vous pour le faire. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est bien, qui est fondé justement du point de vue de la littérature, que chacun, même que cette fonction donc qu'on évoquait tout à l'heure, cette fonction de la critique était aussi de permettre de sélectionner, d'orienter le lecteur, se dilue, Samuel Baudry ? Alors, elle se dilue, mais en même temps, ceux qui font ces commentaires sont en général dans des réseaux très précis, très pointus,
Et au fond, je suis sûr qu'il y a des spécialistes de dark romance qui se passent à New York dans les années 1950, et ça forme un petit groupe où on peut trouver du soutien et des conseils pour lire la meilleure dark romance qui se passe à New York dans les années 50. Et donc, cette dilution permet aussi une spécialisation dans des micro-niches, des choses qu'auparavant on ne pouvait pas trouver et pour lesquelles on ne connaissait pas d'autres amateurs. Gladys Mariva, la renaissance du pouvoir des lecteurs, c'est l'expression qui vient d'être évoquée. Cette renaissance, est-ce qu'elle menace les critiques, la fonction de critique plus institutionnelle que vous représentez aujourd'hui dans ce studio? J'ai pas l'impression, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'elle oblige à peut-être se déplacer, à descendre un peu de sa tour d'ivoire. Moi, ce que je fais beaucoup en dehors des critiques que j'écris dans les journaux, j'anime des tables rondes dans des festivals, dans des lieux culturels. J'ai aussi une fois organisé un atelier, c'était assez merveilleux, ça s'appelle d'arpentage littéraire, où il s'agissait avec plusieurs lecteurs de déchirer un livre en plusieurs parties, de lire chacun et de commenter. Voilà, donc j'ai plutôt l'impression que ça nous oblige à descendre et à rentrer finalement dans cette nouvelle arène. De toute façon, le métier qu'on fait est extrêmement précaire sur le plan économique. On est quand même assez malmené, surtout quand on est pigiste. Donc on est formé à s'adapter en permanence. Donc je ne peux pas vraiment être outrée qu'on me chahute, puisque finalement j'ai accepté ça, et donc je m'adapte, je découvre et j'essaye de continuer de faire ce que j'aime. Je voulais terminer cette discussion avec une citation de La littérature à l'estomac de Julien Gracq, qui est apparu en 1950. Pour tout dire, on a rarement en France autant parlé de la littérature du moment, en même temps qu'on y a si peu cru. Fin de citation. Est-ce qu'on peut dire, Cécile Guibert, la même chose de la critique littéraire? Oui. Ce sera votre simple réaction. Oui. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je rappelle que vous êtes Samuel Baudry, écrivain, voilà, c'est votre statut, et maître de conférences en littérature britannique des 18e et 19e siècles à l'université Lumière Lyon 2. L'auteur D'où vient la critique littéraire, c'est paru aux presses universitaires de Lyon. Cette année, à vos côtés, un autre écrivain, Cécile Guilbert, ancienne critique littéraire, qui a publié un ouvrage de critique, Sans entrave et sans temps mort. On cite aussi cet ouvrage qui est paru chez Gallimard en 2009, et Gladys Mariva, journaliste littéraire pour Le Monde des Livres, le magazine Lire Magazine Littéraire. Vous écoutez France Culture, il est 8h35.